Alors bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée, je suis Angèle Dequesne, donc la nouvelle présidente de l'association. Toute l'association Cheval et Sciences Humaines est ravie de vous retrouver en ce début d'année. D'ailleurs, on vous souhaite comme ça de vive voix une bonne année. Alors pour ce premier rendez-vous, on va d'abord écouter Maurice Miara, qui est donc le nouveau vice-président de l'association et qui est doctorant en agronomie sur la thématique de l'attraction animale en France. Et donc Maurice réalise actuellement sa thèse en CIFRE au sein de l'Institut national des équidés de travail et au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire. Et aujourd'hui, il va nous présenter une communication intitulée Tradition ou modernité, quand des paysans mobilisent la traction animale pour préparer l'avenir. Donc après lui, je vous présenterai mes travaux sur les chevaux de trait comme patrimoine bioculturel. Et ce sont des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de ma thèse en sociologie sur la désanthropisation de l'engagement à partir d'ethnographie des relations d'engagement entre éleveurs, éleveuses, chevaux de trait, chevaux de territoire à Anne et Mulay, ainsi que les terroirs. Donc chaque présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie d'un temps d'échange. Et par la suite, pour les personnes membres qui ont cotisé en 2023, je vous rappelle qu'on fait une petite AGE assez rapide normalement pour parler de... Ok. Bonjour et merci Angèle pour la présentation. Donc, comme tu l'as dit, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de mon doctorat en études rurales au sein du laboratoire donc LIST de Toulouse. Ce doctorat, il est co-encadré par Mohamed Gafsi, qui est professeur de sciences de gestion à l'ENSFEA, et par Philippe Bout, professeur de sociologie de l'environnement à l'Institut Agro-Rennes, donc en thèse CIFRE au sein de l'Institut national des équidés de travail. Et il est cofinancé par le conseil scientifique de la filière équine et par le fonds EPRON. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui fait l'objet de ma thèse, c'est l'attraction animale, et donc cette pratique connaît un certain dynamisme. Et je voulais plus particulièrement questionner sa place entre la tradition et la modernité, les effets que cette place avait sur les paysans et quelles stratégies mobiliser pour se réclamer moderne. Donc aujourd'hui, l'attraction animale, pour un petit peu de contexte, l'attraction animale agricole, elle est principalement pratiquée en viticulture et en maraîchage. euh, avec des chevaux, mais également avec des ânes. Donc, plus rarement, on va retrouver cette pratique en polyculture élevage et en horticulture, en arboriculture. Les structures de ces fermes, elles sont souvent petites, de nature plutôt paysanne et alternative, et elles sont insérées dans des circuits courts. Donc, selon un recensement que je suis toujours en train de faire, donc c'est pas exhaustif, mais je dénombre en tout cas à minima 390 structures en France qui ont mobilisé cette pratique sur la période 2021-2023. Mais donc le nombre, il est probablement plus élevé, et donc je suis toujours à la recherche de contacts. En termes de qualité, en tout cas qui sont mises en avant par ces utilisateurs, on dit que l'attraction animale elle permet d'améliorer la qualité des sols, l'empreinte carbone des fermes et leur autonomie. Donc la présentation que je vous propose aujourd'hui, elle se base sur en fait 59 entretiens qualitatifs qui sont répartis en trois corpus. Le premier corpus, c'est celui que je vais analyser plus en détail, qui est constitué de 33 paysans en traction animale que j'ai enquêtés afin de comprendre leur parcours, leur motivation, la structuration de leur ferme, euh, avec donc un angle plus sociologique. Le deuxième corpus, il est issu du mémoire de Justine Charrier dans le cadre de son master en agroécologie à AgroParisTech, qui portait sur la traction animale en Bretagne. Donc c'est un stage que j'ai encadré. Et enfin, le troisième corpus, il est issu d'une enquête en cours auprès d'acteurs associatifs, institutionnels et politiques qui travaillent sur l'attraction animale. Où là-dessus, j'ai fait une dizaine d'entretiens et donc que je vais mobiliser ponctuellement dans cette présentation. Donc, au XXIe siècle, les utilisateurs de cette pratique, ils se réclament de la traction animale moderne. Et les chercheurs qui s'y intéressent, ils reprennent également ce vocabulaire, parlant notamment d'innovation. On peut voir dans cet article de Paul Schmidt, Horsepower, Innovation in Small Scale Agriculture and Gardening. Et en dessous, on a Modern Animal Traction to Enhance the Supply Chain of Residual Biomass, un article de Nunez et al. Donc, on a une revendication de modernité et d'innovation. Mais pourtant, dans le même temps, l'attraction animale, elle est souvent perçue par le grand public et par les décideurs politiques comme un retour en arrière. Ça, c'est Rodriguez qui en parle beaucoup. Euh, Après tout, n'est-ce pas travailler comme les Amish, d'être en traction animale?
De plus, dans un travail de recherche que nous avons publié en 2023, nous montrons clairement que l'attraction animale, si elle jouit d'une image positive, elle peine à se défaire du poids de son passé. Par contre, elle est marginalisée, elle constitue ce qu'on a appelé un trou noir de la recherche, en référence à l'expression de Van der Ploeg, bien que cela ait tendance à changer avec dernièrement de plus en plus de chercheurs qui investissent ces questions. Dans un sens, elle reste folklorisée. En ce sens, elle est à la fois vue comme une tradition. Donc, on pourrait définir une tradition comme une accumulation de connaissances singulières, mémorisées puis transmises d'une génération à l'autre par des processus d'apprentissage qui reposent sur des rapports de personne à personne. Et d'un autre côté, les acteurs de cette pratique se réclament comme modernes. Donc, la modernité, aujourd'hui, on va la définir comme une vision du monde qui se traduit par des connaissances et des pratiques nouvelles qui bénéficient du progrès de la science et de la technique et qui transforment en profondeur les modes d'intervention sur le réel. L'idée aujourd'hui, c'est pas de questionner ces termes qui font l'objet déjà de champs de recherche assez investis, mais plutôt de mobiliser en fait les représentations générales qui y sont accolées afin d'analyser les attitudes des utilisateurs de l'attraction animale par rapport à ces deux termes. En effet, derrière cette dualité sémantique se cachent des implications concrètes pour ces utilisateurs et des enjeux politiques importants. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'exposer ces implications et les stratégies mises en place par les utilisateurs de l'attraction équine pour se réclamer d'une certaine modernité. Dans un premier temps, je développerai les mécanismes de la réappropriation d'une pratique ayant périclité et le poids du passé qui en découle. Dans un deuxième temps, je vous propose d'explorer quelques stratégies de crédibilisation de la pratique afin de se réclamer moderne. Et enfin, je discuterai de comment s'hybride tradition et modernité dans les utilisations des équidés de travail dans un cadre agricole. Donc, la première partie se réapproprier une pratique ayant périclité le poids du passé. Donc, au début du siècle dernier, l'attraction animale, c'était la norme de l'agriculture française. Donc, comme on peut le voir sur la photo du commandant Lefebvre des Nouettes, où on voit 30 chevaux qui moissonnent dans les champs. L'attraction animale, elle a connu un déclin rapide après la Seconde Guerre mondiale, en lien avec la mort de nombreux chevaux et une forte volonté politique d'intensification de la production. Quand on voit dans la citation que j'ai mise du rapport Rouet-Farmand, donc un rapport qui est sorti en 59 qui faisait un état de l'agriculture et qui imputait clairement l'archaïsme des structures à, en partie à leur mode de traction. Donc les lois d'orientation agricole des années 60, suite à ce rapport notamment, elles vont cibler clairement l'archaïsme de ces structures. Il est temps de motoriser, de s'agrandir, de produire plus. On voit la publicité de Renault là, qui montre la volonté de motoriser la France avec la vision du tracteur comme libérateur et émancipateur. Donc ces différentes politiques, elles ont conduit à la fin de la civilisation du cheval, comme l'appelle Bernadette Lisée, et à la fin de la paysannerie, enfin à la fin du paysan, enfin des paysans, comme l'a nommé Madras. Donc la fin de la paysannerie, elle s'est davantage apparentée en fait à la fin des sociétés paysannes, puisqu'il y a toujours des paysans. Et la fin des sociétés paysannes, pour moi, en fait, sont étroitement liées à la fin de la société du cheval. L'attraction animale et la présence d'animaux de travail étaient très présents dans la paysannerie de l'époque et régissaient de nombreux rapports de travail, mais aussi rapports sociaux et économiques. Donc le cheval, il voit ensuite, suite à cette modernisation, il voit ses effectifs diminuer et il est converti plutôt à l'abattage, le cheval de trait ou au loisir. Donc en 76, le cheval passe officiellement du statut de cheval de travail à celui de cheval lourd. Donc cependant, cette modification du système socio-technique agricole, elle s'est pas faite naturellement et tout le monde n'y a pas adhéré. Derrière l'idée d'un progrès qui suit son cours avec un tracteur qui vient remplacer tous les chevaux de trait, donc ce progrès qui était notamment promu à l'époque par les jeunesses agricoles catholiques. La domination des tracteurs et l'effacement des équidés de travail, ça a été un processus plutôt lent. Le travail de François Jarige dans son dernier livre La route des bêtes, ou celui de Céline Bessy de manière plus générale, montre clairement cette autre histoire du processus modernisateur. Parmi ceux qui se sont opposés à cette vision prométhéenne du progrès, certains paysans ont fait le choix dès les années 80 de s'installer en traction animale et de constituer des associations, telles que Promata ou Hypothèse. Donc la création d'Hypothèse en 86, c'est une association qui va promouvoir l'utilisation de la traction animale moderne, seule ou en complément de la motorisation, partout où elle a une justification technique et économique. Donc cette association, elle va adopter une vision portée par les techniques, le développement de nouveaux matériels et les formations. Elle est ouverte à tous, ou amateurs, passionnés ou professionnels. En 98, dans le sillage d'Hypothèse, est créé le CERTA, un centre de formation. Et 5 ans après la fondation d'Hypothèse, en 91, c'est une autre association qui se constitue autour du matériel à traction animale, c'est Promata, l'association de promotion de l'agriculture moderne en traction animale, promouvant une agriculture paysanne écologique, donc moderne et à taille humaine. Elle a été fondée sous l'égide de Jean Noll, un ingénieur et un inventeur de machines agricoles. Elle a notamment développé le porte-outil Cassine, qui est largement reconnu aujourd'hui par les professionnels, donc on peut voir sur la photo, sur la présentation.
Donc, dès les années 80, en fait, on a les jalons de cette revendication de modernité. Alors que 20 ans plus tôt, on pointait du doigt l'archaïsme du fait d'être en traction animale. Donc, les années 80 représentent l'apparition d'une vision moderne et paysanne de la traction animale, dont à l'époque le sujet principal est le matériel et la technique. La traction animale dite moderne, elle repose bien sûr en partie sur l'héritage de siècles de pratiques, malgré le caractère moderne. On a la réutilisation d'outils anciens. Nombreux sont les paysans à mobiliser les outils du siècle précédent, que ce soit les colliers, le harnachement, ou encore les outils à attelés. On voit un Brabant là dans une ferme. Après, on peut quand même distinguer plusieurs attitudes par rapport à cette utilisation de l'ancien. Certains vont sciemment mobiliser ces outils, qui vont être jugés fiables et ayant fait leurs preuves. D'autres vont pas avoir nécessairement les moyens d'investir dans du matériel moderne en traction animale. Souvent trop cher pour des micro-fermes qui souhaitent limiter leurs investissements. Par ailleurs, on va avoir des structures comme les écomusées ou encore les associations de sauvegarde du patrimoine rural qui ont permis de conserver ce savoir-faire, ces animaux et ces outils, notamment été montré par Griffin Kramer dans un article de 2022. Souvent perçus comme des témoins de sociétés passées, les écomusées, en fait, sont des lieux d'innovation pour l'attraction animale et ils constituent en ce sens des pionniers dans la réappropriation de cette pratique. Donc, on l'a vu précédemment, et je l'ai dit, cette pratique a fait face à une image passéiste et folklorique, en partie liée à son héritage. Mais cette pratique, au-delà de ça, elle est quand même intrinsèquement paysanne. Et la paysannerie a longtemps été associée à l'attraction animale. Si on reprend les caractéristiques de la paysannerie, on peut définir la condition paysanne par une lutte pour l'autonomie et le progrès, dont l'objectif est la création et le développement d'une base de ressources autocontrôlée et autogérée grâce à une interaction entre l'homme et la nature vivante. Donc, par essence, l'attraction animale, telle qu'elle l'est aujourd'hui pratiquée, semble paysanne. Donc, bien entendu, elle peut s'intégrer dans un cadre non paysan, euh, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve. Par exemple, dans un grand domaine viticole dépendant des marchés extérieurs, qui s'insère dans des logiques capitalistes, on perd un peu le côté paysan. Mais même sur ce type de domaine, en fait, le fait d'utiliser un cheval, c'est de nature paysanne. C'est-à-dire qu'on va quand même augmenter le degré de paysanneté du domaine viticole en mobilisant l'attraction animale. Donc le cheval est un marqueur paysan, le cheval au travail dans une ferme est un marqueur paysan par essence. Et en ce sens, il remet en question les fondements de l'agriculture conventionnelle, la paysannerie étant naturellement opposée à l'agriculture conventionnelle qu'il y a aujourd'hui. Et notamment, le cheval de travail vient questionner les rapports au temps, les rapports à la nature et les rapports à l'espace. Donc, en un sens, folkloriser l'attraction animale, c'est folkloriser la paysannerie et ses principes. Donc, Bourdieu, il écrit en 77 la folklorisation, sur la folklorisation des paysans déjà, donc qui met la paysannerie au musée, qui convertit les derniers paysans en gardiens d'une nature transformée en paysage pour citadins. Donc c'est l'accompagnement nécessaire de la dépossession et de l'expulsion. Donc c'est ce que les paysans en traction animale cherchent à éviter en se revendiquant modernes. De manière générale, le statut du cheval et notre rapport aux animaux a été largement modifié depuis le siècle dernier. Il y a de nombreux travaux qui ont déjà travaillé là-dessus, mais la majorité de la population n'a plus de rapport avec les animaux de rente et on assiste à une explosion du nombre d'animaux de compagnie. Le cheval est devenu un animal de loisir et constitue plus le socle de notre société. En témoignent les tentatives d'inscription dans la loi du statut d'animal de compagnie pour le cheval. Donc, dès lors, vouloir mobiliser un équidé au travail est nécessairement archaïque, en lien avec une pratique d'un autre siècle. Donc, l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer, ça a des répercussions directes sur les activités des paysans. L'attraction animale n'étant pas crédible aux yeux de nombreux acteurs du monde agricole. On voit dans une réponse du gouvernement à l'Assemblée nationale, donc un député qui questionnait sur la pertinence de soutenir les activités en traction animale, les activités hippomobiles de manière plus générale. Donc on voit que le gouvernement clairement va employer le terme traditionnel, donc on retrouve cette sémantique, et qu'ensuite va argumenter que ça ne peut constituer une solution de grande ampleur viable. Donc on retrouve la notion de viabilité. Euh, on a vraiment des répercussions de cette vision plus générale sur les installations des paysans. Donc, un de mes enquêtés qui est maraîcher, il s'est vu dénigrer lors de la présentation de son projet d'installation. Il m'a dit, le représentant de la Chambre d'agriculture pour les installations en maraîchage, il s'est foutu de moi en fait, je l'ai vraiment mal pris. Il m'a dit, ouais, vous allez faire du jardin.
Ça a même pu entraîner des difficultés concrètes, donc comme ce maraîcher que je cite là sur le diaporama, lors de son projet d'installation. Quand j'ai commencé à parler de l'attraction animale aux responsables agricoles dans les banques, je peux t'assurer que j'ai vite compris qu'elle n'allait pas le suivre. Donc ça lui a pas permis d'accéder à un investissement qui aurait peut-être été nécessaire pour le bon démarrage de son activité. Donc cet écueil, c'est pas l'apanage des fermes en traction animale. Tout projet agricole radical est perçu comme utopique, romantique et peu sérieux. Mais la présence du cheval, elle vient accentuer ces difficultés. Un autre de mes enquêtés m'a dit, quand tu viens dire que tu veux travailler avec le cheval et vivre avec, tu vas à l'encontre de leur logique d'investissement et de gros matériel. Donc pour eux, c'est pas viable. Donc pour le moment, il n'y a pas de réelle volonté politique pour soutenir ce type de pratique. Pour autant, lorsque la volonté politique est présente, la pratique croît. Je vais prendre l'exemple du Luxembourg où il y a une loi qui impose une gestion des forêts publiques majoritairement sans engin motorisé. Donc les débardeurs là-bas travaillent beaucoup avec des équidés. À l'échelle des politiques publiques françaises ou européennes, il n'existe pas de disposition particulière liée à l'utilisation des équidés de travail, hormis celle sur le maintien des races à faible effectif. Donc, présentant pourtant des nombreux atouts écologiques et énergétiques, comme je l'ai dit précédemment, cette pratique n'a pas d'effet au niveau de prime ou de labellisation. Et enfin, d'un point de vue plus local, certains utilisateurs ont pu être confrontés à des difficultés à l'installation avec les autres agriculteurs, qui se partagent souvent pas les mêmes valeurs. Plusieurs paysans en traction animale ont pu ressentir de la condescendance du fait d'être en traction animale, voire du mépris de la part de leurs voisins. Donc, propre aux paysans alternatifs de manière générale, ces difficultés d'insertion dans le paysage agricole majoritaire peuvent contribuer à une forme de pression sociale importante en fonction du lieu d'installation. En mobilisant un cheval, le paysan en traction animale, il vient remettre en question les fondamentaux du modèle agricole de ses voisins et montrer qu'il est possible de faire autrement. Donc, l'attraction animale contemporaine, elle trouve son héritage dans une pratique du siècle dernier, intrinsèquement paysanne et alternative. Elle est jugée non viable et folklorique, elle est renvoyée à la tradition, et les fermes en traction animale, elles font face à des difficultés de reconnaissance. Pour autant, les utilisateurs de l'attraction équine se réclament modernes et innovants. Ils mettent en place des stratégies d'adaptation pour s'insérer et modifier une société qui semble les avoir oubliés. Donc, je vais vous présenter maintenant comment les paysans en traction animale se réclament modernes et comment ils crédibilisent leurs pratiques alternatives. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une distinction importante entre les utilisateurs de l'attraction équine qui s'installent depuis les années 80 et ceux qui pratiquaient l'attraction animale au début du siècle précédent. C'est leur motivation et leur profil. Je vous ai mis les motivations à mobiliser l'attraction animale chez 33 paysans que j'ai enquêtés. Donc, sans rentrer dans le détail de ces résultats qui font l'objet d'une publication, l'installation en traction équine elle fait état d'un réel choix engageant dans ses rapports autant à l'animal ou encore au travail. De plus, le profil sociologique est quand même assez différent puisque sur 33 fermes, on a 84% des paysans qui sont non issus du milieu agricole, la plupart installés suite à des reconversions. 19 paysans sur les 33 que j'ai enquêtés n'ont pas effectué de formation initiale en agriculture et 81% de notre échantillon possèdent un diplôme au moins équivalent à Bac+2, contre 26% pour la moyenne des agriculteurs. Donc, ce choix de l'attraction animale, en fait, il est motivé majoritairement par des aspects militants, de passion pour les animaux, et dans un second temps par des raisons technico-économiques. Mais dans le discours des enquêtés, il est nullement question de faire revivre une pratique du passé, mais bien de préparer l'avenir. Un de mes enquêtés m'avait ainsi confié, avant on se moquait un peu de moi, maintenant on me dit que c'est peut-être bien l'avenir finalement. Tandis qu'un autre assume carrément le prix de ses produits par rapport à ce choix d'avenir. Le cheval, pour moi, c'est ce genre d'agriculture où le prix est un peu politique. On peut transmettre nos choix, c'est vraiment quelque chose d'avenir. Donc, mobiliser en fait l'attraction animale, c'est pas une forme de nostalgie ou de passion pour les métiers d'antan, c'est bien une proposition de société différente où le cheval retrouve place importante. C'est une tentative de basculement ontologique. Donc, dans cette tentative, il y a différentes stratégies qui sont mises en place pour se réclamer moderne et innovant, en particulier sur les outils. Le modèle technique agricole actuel correspond à ce qu'on appelle un modèle technique privatif, et les utilisateurs de la traction équine s'en affranchissent et en profitent pour mettre en avant les innovations. Donc, dans les outils modernes de traction animale, j'ai déjà cité la cassine, qui est un exemple souvent cité. Donc, c'est un porte-outil qui a été développé afin d'augmenter la polyvalence de la traction animale et qui permettrait de diminuer les coûts de matériel. Donc depuis, il y a de nombreux porte-outils qui ont été développés sur le marché, comme les Combio, la Combine ou encore le Busher, donc ce qui témoigne d'une innovation, en tout cas de recherche autour de cette pratique. Ces 2 dernières décennies, on a vu l'apparition d'un nombre significatif d'entreprises de fabrication d'outils, ce qui montre la croissance de la pratique et l'engouement autour de la création de nouveaux outils et autour de la technique. Par ailleurs, afin de répondre aux aspirations des utilisateurs, des matériaux d'harnachement de plus en plus légers ont été conçus. Donc c'est le cas des colliers par exemple de l'entreprise de la sellerie Percheron. Donc j'ai mis une illustration ici, fabriqués en matériaux innovants.
Donc ici, on a un collier en magnésium, le poids s'abaisse sous les 8 kg. Donc c'est une manière de diminuer à la fois le risque de troubles musculo-squelettiques des meneurs, mais également d'améliorer le bien-être des équidés. Et cette démarche d'innovation autour du bien-être des équidés, l'association Hypothèse en fait un peu son cheval de bataille, puisqu'elle a développé un cardio-fréquence-mètre pour le cheval, donc le data fisher, dont je vous mets une illustration ici. Cet outil permet en temps réel de mesurer les efforts de traction par le biais d'un capteur dynamométrique fixé au niveau des avant-traits. Au-delà du travail des associations et des entreprises, l'innovation autour des outils se retrouve chez les paysans en traction animale. Sur les 33 paysans que j'ai enquêtés, il y en a 10 qui fabriquent ou bricolent des outils pour répondre à leurs besoins et s'adapter. Et ils revendiquent donc tous d'une certaine innovation et d'une modernité. Les acteurs du milieu ils sont quand même en accord sur un point, l'offre en outils elle reste encore relativement limitée. Développer des outils modernes et innovants, ça représente un véritable axe de travail et aujourd'hui ça coûte encore cher. Et dans cette logique, les paysans en traction animale constituent quand même une forme de communauté de pratique et ils se saisissent d'outils de mise en réseau afin d'échanger autour des techniques. Le groupe Facebook, par exemple, le matériel de traction animale et les animaux de travail, compte plus de 12 000 membres qui publient une centaine de questions d'offres et de recherche de matériel autour du matériel en traction animale par mois. Toujours dans cette dynamique de réseaux sociaux et d'images, on a un travail sur l'image qui est fait à travers les réseaux sociaux. Donc, afin de faire connaître leurs pratiques, les paysans ils mobilisent l'énergie animale. Qui mobilisent l'énergie animale vont faire un travail important sur cette image. Donc, parmi les enquêtés, j'ai la ferme de la Ruade qui a mis en ligne une vidéo sur YouTube pour sa première année d'installation en traction animale, une vidéo qui a été vue plus de 15 000 fois. Dans la même veine, les Jardins d'Ilias ont réalisé une série de vidéos YouTube sur les outils en traction animale, dont plusieurs ont été vues des milliers de fois. En viticulture, l'attraction animale, elle est beaucoup mise en avant, en particulier sur Instagram. Certains vont critiquer cette démarche qui est jugée opportuniste et qui ne s'inclurait pas dans des valeurs paysannes. Pourtant, c'est souvent dans une logique de crédibilisation de la pratique et dans l'objectif de donner une image moderne à la pratique que ces utilisateurs sont sur ces réseaux. Donc, j'ai pris l'exemple de Cheval des Vignes, qui est un prestataire en Gironde, euh, qui compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et ils vont revendiquer l'utilisation de cette image. Donc tout le monde est en polo, tout le monde est floqué. C'est des détails mais qui ont beaucoup d'importance pour nous. Nos chevaux sont toujours en parfait état, crinière courte, brossés, nettoyés. C'est dans l'objectif de moderniser tout ça et sortir du côté un peu folklorique du gars à la cool qui colle à la peau de l'attraction animale. Donc on voit bien ça, sortir du côté folklorique, moderniser, à travers l'image en fait. Les réseaux sociaux permettent de donner une tribune à des pratiques agricoles alternatives qui peuvent peiner à exister dans des événements de plus grande ampleur sur l'agriculture, comme par exemple au salon de l'agriculture. Donc montrer des chevaux euh, au travail, ça permet de visibiliser la pratique et ça permet de l'ancrer dans le réel. Bon, bien entendu, tous ne sont pas dans cette logique d'utilisation des réseaux sociaux, mais ça dit quand même quelque chose sur cette volonté de se montrer en tant que moderne. Cet enjeu de crédibiliser les structures, c'est en fait une préoccupation majeure de ces paysans en traction animale. Donc on le voit ici avec cette maraîchère en traction animale qui me disait, nous on a quand même une notion de rentabilité, on a envie d'atteindre un SMIC, presque pour prouver à la société capitaliste qu'on peut y arriver en tant que petit producteur en traction animale. C'est un véritable enjeu politique qu'il faut faire et faire savoir. Mais au-delà des utilisateurs, c'est toute la filière qui tente de se professionnaliser afin de modifier l'image de la traction animale. Donc on peut le voir ici, c'est le schéma un peu de la filière centré autour d'un utilisateur, donc une filière qui est très éclatée et, euh, et donc c'est assez compliqué pour un utilisateur de s'y retrouver. Donc, mais ça permet de se rendre compte du fourmillement d'acteurs qui gravitent autour de l'attraction animale. Cette diversité d'acteurs, elle va induire des visions plus ou moins différentes de l'attraction animale et de son développement, et il y a des tensions qui peuvent exister. Ces tensions, elles peuvent fragiliser la filière et elles permettent pour le moment pas de rassembler l'ensemble des acteurs de l'attraction animale pour porter une voix commune. En Autriche, par exemple, l'OIPK fédère la quasi-totalité des acteurs de l'attraction animale nationale, permettant d'avoir une force d'organisation et de pression sur les politiques publiques. Mais la majorité des acteurs, quand même, s'accordent sur certains points, et notamment les constats autour des formations, enfin de la nécessité de travailler sur les formations, de travailler sur l'outillage, de travailler sur la professionnalisation de la pratique, et tout ça dans un objectif de se réclamer moderne. Tous ces acteurs se réclament moderne, tous les acteurs sur ce graphe qui travaillent sur l'attraction animale se réclament moderne, se réclament innovants et défendent l'attraction animale agricole comme une solution aux enjeux agroécologiques et énergétiques. Donc l'objectif de toutes ces structures, c'est d'obtenir une reconnaissance. Une reconnaissance, ça peut passer, en ce moment, c'est ça l'idée en tant qu'énergie renouvelable ou énergie verte. Donc des initiatives dans ce sens commencent à voir le jour et la nécessité de se réclamer moderne devient un enjeu politique.
Donc, ainsi, les utilisateurs de l'attraction animale y mettent en œuvre des stratégies de crédibilisation de leur pratique afin de sortir de cette image folklorique et passéiste. Ils se posent comme une solution alternative viable aux enjeux contemporains. Donc, la pratique, elle a été victime de la modernisation, et pourtant, les acteurs de l'attraction animale, ils se réclament modernes et innovants. Si les rapports aux équidés a changé, les acteurs de l'attraction animale mettent quand même en avant ce rapport de travail avec l'équidé. Et ils prônent en fait un rapport de coproduction avec celui-là. Donc, en fin de compte, ce qu'on peut dire par rapport à la notion d'innovation et de modernité, c'est qu'il semble que ce soit pas important qu'une idée elle soit réellement nouvelle pour qu'elle soit qualifiée d'innovante. Il faut que son utilisation ou sa réappropriation paraisse nouvelle. Donc, à cheval entre tradition et modernité, je vais prendre l'exemple d'un de mes enquêtés qui s'appelle Pierre pour essayer de voir le cheminement qui l'a poussé à utiliser l'attraction animale et comment il a pioché à la fois dans le passé mais également dans l'avenir pour designer sa ferme. Donc, l'exemple de Pierre, il s'est installé en maraîchage il y a une vingtaine d'années. Il a fait le choix de se tourner vers l'attraction animale il y a à peu près 5 ans. Travaillé au tracteur jusqu'alors, il s'est questionné tout du long sur le manque de résilience et d'autonomie que lui apporte le tracteur. Il est critique du modèle agricole conventionnel, donc il cherche une solution alternative pour être en cohérence avec ses valeurs et ses envies. Donc il va découvrir l'attraction animale au détour de recherches sur Internet et il décide de s'y intéresser. Euh, Petit à petit, il se renseigne, il fait quelques formations de 3 jours qui ne le satisfont pas complètement et il décide de se former donc avec un cocher local une semaine par mois pendant un an. À ce moment-là, il va acheter un équidé et commencer à travailler sur sa ferme. Depuis, l'attraction animale, elle est implantée sur la ferme de Pierre, qui va vendre ses légumes au marché avec un attelage. Et par ailleurs, il continue d'entretenir un lien avec son formateur. Et il réfléchit avec lui à la construction d'outils, à l'adaptation d'outils pour une pratique sur une plus grande échelle et donc avoir une rentabilité plus grande. Donc Pierre, il est parti d'une critique des effets du modèle agricole conventionnel pour se réapproprier une pratique aujourd'hui considérée comme innovante et dont lui se réclame et donc lui aujourd'hui se réclame moderne et innovant. Et il le fait savoir puisque il fait de la communication autour de sa pratique en traction animale, il va au marché avec, donc il travaille également sur son image. Donc en fait, ce mécanisme de réappropriation de pratiques passées pour ensuite se réclamer moderne, c'est à la base de ce qu'on appelle enfin, ce qui est appelé dans la recherche, dans la littérature, la rétro-innovation. Donc, je vous ai mis le modèle de rétro-innovation. Une pratique rétro-innovante, dans le cadre de l'agriculture, on peut considérer que c'est une pratique qui est critique du modèle agricole dominant, selon Staver, et on peut également considérer que c'est une réappropriation de pratiques et de savoirs historiques, selon Zagata et Tal. Donc en fait, on a plusieurs processus mutuellement imbriqués qui s'enchaînent, à savoir la réflexivité du paradigme moderniste, la réminiscence des anciens éléments, la renaissance des connaissances qui ont été oubliées et l'intégration de nouvelles idées. La mise en œuvre réussie d'une rétro-innovation repose donc sur un processus d'apprentissage qui permet à un acteur engagé d'utiliser les anciennes connaissances et de les mettre au service d'un nouveau développement. Donc, je vais illustrer l'attraction animale. Elle peut, en fait, au regard de cette définition, être qualifiée de rétro-innovante. La mise en place de cette pratique, elle est motivée, comme on l'a vu sur l'exemple de Pierre, par la critique d'un modèle dominant. Je me suis dit, par exemple, là c'est une citation d'un maraîcher, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je fais de ma vie là, à produire des trucs dégueulasses et produire la rivière. Donc il y a une prise de conscience, une perte de sens dans son travail et la critique d'un modèle agricole qui est dominant. Donc les connaissances, deuxièmement, de ces pratiques, elles ont pu être conservées. On a eu une conservation des pratiques et du matériel. Elles ont pu être conservées grâce à certains acteurs associatifs que j'ai présentés précédemment et des militants qui transmettent aujourd'hui le savoir. Donc là, pareil, un des maraîchers que j'ai enquêté, je fais une transition, moi, en maintenant un savoir-faire. Redevenir un pays agricole autonome, ça se fait pas en une génération. Les utilisateurs de cette pratique, ils se la sont réappropriés, ils l'ont mise en place sur leur structure. Et aujourd'hui, donc, il lui confère un caractère moderne afin de dépasser l'archaïsme dont elle est pourtant affublée. Maintenant que la TA est très moderne, on a les mêmes performances que les tracteurs, la même efficacité. Après, c'est les largeurs de travail qui changent. Et donc ensuite, on a des processus d'apprentissage et d'adaptation entre des stratégies des revendications de modernité et une pratique qui repose quand même sur le siècle précédent. Donc voilà, par exemple, une personne qui te parlait de ses apprentissages. Moi, je suis autodidacte, j'ai pas été dans des écoles et tout ça. Je suis allé à la rencontre des personnes et des formations qui m'interpellaient. Et parmi ces personnes, on a des anciens paysans qui avaient travaillé en traction animale, avec qui il a pu discuter de matériel, récupérer du matériel et ensuite l'adapter sur sa ferme. Donc
Pour conclure, si on reprend les définitions de la tradition et de la modernité, l'attraction équine, l'attraction animale de manière générale, elle se retrouve dans les deux. Le poids du passé, il a des conséquences directes sur les utilisateurs de cette pratique, qui mettent en œuvre des stratégies pour visibiliser le caractère moderne de leurs actes. Pour aller plus loin, on peut même se demander si le progrès et la modernité n'est pas davantage caractérisé par la mobilisation de l'attraction animale que par la persistance dans un système agro-industriel au regard des enjeux contemporains, de transition agroécologique, énergétique, de pollution, voilà. Les utilisateurs de l'attraction équine, en fait, ils offrent un début de réponse aux problématiques écologiques, énergétiques ou économiques. De plus, en travaillant avec les chevaux, ils proposent une société différente, où le cheval reprendrait une place prépondérante, modifiant par là même nos liens sociaux. En fin de compte, ils font une proposition de société du cheval, un retour du cheval au centre, de nos sociétés. Donc, en somme, les paysans en traction animale, résolument modernes, opèrent un détour par le passé pour préparer l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Je vous mets les quelques références que j'ai utilisées pour préparer cette présentation. Et enfin quatre ressources qui peuvent être intéressantes pour aller plus loin sur la question du cheval de travail agricole au XXIe siècle. Donc Promata Hypothèse, les sites des associations que j'ai déjà mentionnées, la médiathèque d'IFCE qui est toujours très riche, et également le site de l'Énergie Cheval qui compile quelques rapports intéressants. Eh ben, merci beaucoup, Maurice, pour cette présentation. Je laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'avez pas de questions, ben moi j'en aurais une peut-être pour lancer un petit peu la dynamique. Et alors du coup, je me demandais, Maurice, quel est leur rapport en fait donc à ces paysans et paysannes que tu rencontres, leur rapport aux chevaux? Parce que si j'ai bien compris, toutes et tous ne viennent pas du cheval au moment de se lancer dans l'attraction animale. Et du coup, oui, est-ce qu'en plus de l'attraction animale, ces personnes font des formations, par exemple en éthologie, en attelage, des formations complémentaires comme ça sur le cheval? Et quels sont leurs rapports avec les chevaux? Ouais, c'est vrai que dans le mouvement des nouvelles installations en traction animale, moi j'ai à peu près sur mes 33 paysans, je dirais 60% qui ont eu des rapports avant avec les équidés. Mais ça laisse quand même une partie importante qui n'ont pas eu de rapport du tout, donc soit cavalier ou menage. Dans ces cas-là, on a quand même quasiment tout le temps des formations qui sont faites avec les équidés, donc ça peut être soit des formations propres traction animale, donc avec des utilisateurs déjà installés ou dans des écoles du cheval vigneron ou de l'âne maraîcher. Ça peut être des formations, donc le CS UCAC par exemple, ou le maths, donc des formations plus d'attelage. Euh, on- j'ai pas vraiment vu de formation en lien direct avec le comportement de l'équidé, donc pas trop d'éthologie avant l'installation. Il y a quelques paysans qui, par contre, une fois installés, vont aller chercher dans des formations en éthologie plus de connaissances pour mieux comprendre leur équidé. Et peut-être aussi parce qu'ils se sont pris de passion pour cet animal une fois installé. Mais c'est ça qu'on va voir. Et en fait, j'ai même tendance à dire que même les personnes qui avaient des rapports avec des équidés avant vont aussi chercher des formations. Alors que ce soit des formations, ça peut être des formations informelles également, avec des voisins qui sont en traction animale ou des prestataires. Mais voilà, qui vont quand même considérer que le fait d'avoir eu des liens avec les équidés n'est pas suffisant pour ensuite travailler avec lui. Puisqu'il y a quand même un côté précision et connaissance sur l'aspect agricole qu'il faut avoir. Et sur le rapport avec les équidés au travail, donc, euh, comme je le disais, il y en a quand même 60% qui sont passionnés pour les équidés à la base.
Donc il y a quand même toujours cette passion forte qui reste, mais avec une notion maintenant de compagnon. Certains me parlent de membres de la famille, de, également de certains dans une vision un peu plus utilitariste vont me parler de salariés, mais à aucun moment il va être mentionné par exemple le côté outil qu'on peut avoir pour les tracteurs. Donc on va avoir toujours un rapport qui va être plutôt, enfin, quelque chose on va plutôt personnaliser l'équidé, lui donner un côté un peu humain en fin de compte. Euh, et donc c'est des rapports qui sont très intenses. Les prestataires qui ont plusieurs chevaux, ils essayent de former des couples. Enfin voilà, c'est ce vocabulaire-là qui est utilisé dans le rapport au travail. Et il y a à chaque fois et ça rejoint sur la question de la modernité, il y a un souci du bien-être qui est très très important. euh, à la fois donc, bah, pour l'équidé, puisqu'il y a, il y a beaucoup de respect pour l'équidé, mais également dans un souci d'avoir une image un peu moderne de la pratique, de sortir de l'image de la bête de somme, même si en fin de compte, cette image-là, elle est à nuancer hein, pour les siècles précédents, mais c'est l'image qui reste quand même, quoi, du cheval de travail dans son champ qui trimait. Et donc aujourd'hui, le bien-être animal, c'est un enjeu bah, à la fois de société et puis aussi de posture par rapport à son équidé, de posture morale. Mais c'est un enjeu aussi politique de crédibilisation de la pratique et de changer l'image. Est-ce que tu as des chiffres, Maurice, du temps de travail de chaque cheval sur chaque ferme et en regard du temps de travail de chaque humain sur chaque ferme? Et ils travaillent moins, c'est sûr, les équidés. Je peux pas te dire le chiffre précis. Ce que j'ai vu, c'est le minimum. On va avoir sur des toutes petites fermes des chevaux qui vont travailler 1 heure par jour ou des ânes, voire même un peu moins. Donc là même on peut se demander l'intérêt quoi de passer un quart d'heure avant, puis une demi-heure dans le champ, puis un quart d'heure après. Mais en fait c'est là où la notion de travail et d'efficacité elle est re-questionnée quoi. Là c'est un véritable plaisir en fait pour ces personnes d'aller travailler pour même une demi-heure, trois quarts d'heure. Et au maximum, moi ce que j'ai vu, en tout cas ce qu'on m'a dit, c'était 4 heures, 5 heures de travail au maximum quoi. Donc sachant qu'il y a quand même des rapports qui sont un peu différents quand c'est des prestataires qui là ont quand même un souci enfin, de rentabiliser entre guillemets le temps de travail par cheval et donc qui eux vont pas hésiter à travailler plus longtemps mais surtout de manière plus régulière parce qu'il y a ça aussi, même si certains vont travailler 4 heures pendant 2, 3 semaines par exemple en vigne aux périodes de décavaillonnage, il va y avoir des moments où ça va être beaucoup plus léger. Donc voilà. Et après autant de travail humain, enfin, voilà, les paysans en maraîchage, par exemple, ils font des journées de travail qui sont facilement 2 ou 3 fois plus longues que leurs équidés. Et est-ce que ce que tu observes dans le confort du cheval, le souci de bien-être, le respect, etc., est-ce que c'est pas aussi tout simplement la même recherche que pour les humains? C'est-à-dire que dans les siècles passés, d'accord, le cheval était une bête de somme, il passait beaucoup plus de temps dans les champs, etc. Et encore, faudrait-il le prouver. Mais, euh, mais les hommes aussi. C'est-à-dire que le bien-être au travail, c'est une notion complètement abstraite pour le XVIIIe siècle et même pour le XIXe. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que j'ai pas fait de, de comparaison historiographique hein, par rapport à ces notions de bien-être. Mais on voit en tout cas qu'il y a une prise en compte. Je parlais tout à l'heure du collier. Enfin, il y a une vraie recherche sur les outils d'adaptation, à la fois dans les outils, mais aussi dans la pratique, où on va beaucoup plus essayer de travailler sur ces demi-tours, de ne pas porter les outils, par exemple, à chaque demi-tour pour éviter d'user l'homme, avec des systèmes de relevage hydraulique, par exemple. Donc là, on voit des couplages, en fait, un peu plus innovants qu'il n'y avait pas avant pour bah, faciliter le travail de l'homme. Et on voit sur aussi des couplages avec des fois des moteurs thermiques ou électriques pour faciliter le travail de l'équidé. Donc ça, c'est sûr qu'on voit des innovations qui vont dans ce sens-là.
Et puis aussi, on a une préoccupation qui, dans ses rapports au travail maintenant, où on vient questionner aussi le genre, où avant on se posait pas du tout la question de, enfin voilà, la femme qui travaillait elle devait s'adapter aux outils qui étaient plutôt genrés pour les hommes. Et aujourd'hui, on commence à avoir des questionnements de par des femmes paysannes en traction animale qui veulent adapter les outils aux femmes, en fait. Donc avec des outils qui seraient peut-être plus petits, peut-être plus légers, enfin voilà. Donc on a aussi ces évolutions-là par rapport aussi à la question du genre qui arrive. Euh, Je sais pas Avant si j'ai de bien répondu. laisser les autres parler, j'ai une dernière remarque. Attention à l'innovation, entre guillemets, des colliers légers. Ça existait déjà, mais on en a très peu de traces. Ce sont les colliers qui s'appellent palonnes dans le pays de Redon, par exemple, ou qui existaient dans tous les pays où il y avait des marais, des joncs, etc. C'était les colliers qui étaient tressés et qui étaient en matériaux extrêmement légers qu'on réservait parfois à l'apprentissage aux jeunes chevaux, etc., mais aussi qui était l'outil des pauvres, en fait, puisqu'il n'y avait pas de cuir à payer, il y avait peu de fer dessus, et du coup, qui étaient des matériaux extrêmement légers, peut-être même plus que celui en aluminium ou en magnésium, qui fait la grande fierté des innovations en la matière, là, dernièrement. Ouais, ok, bah merci, merci de l'info, je connaissais pas du tout. Mais oui, oui, bah ça me surprend pas forcément. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est justement se réclamer innovant par rapport Oui, oui, à des nouveaux matériaux. Mais ok. voilà, c'est tout. Merci. Hélène, vas-y, tu avais levé la main et puis ensuite Vanina. Moi, je t'entends pas, Hélène. Je sais pas si les autres l'entendent, mais Non, en effet. peut-être que tu peux poser ta question dans le chat et du coup, on passe la parole à Vanina, le temps qu'Hélène écrive. Hélène, on t'entend toujours pas. On t'entend pas, mais effectivement, mais toi, tu nous entends? Effectivement, mets ta question dans le chat, ce sera peut-être le plus simple. Et en attendant, Vanilla, si tu veux bien poser ta question. Oui. Alors moi, c'était des remarques et une question autour justement du... Alors merci hein, Maurice, ça fait un moment que je suis tes travaux, je suis ravie de voir ces évolutions, c'est vraiment très très intéressant. Par rapport au temps de travail animal, en effet, il faut revenir sur l'histoire. Pareil, les animaux, ils travaillent pas forcément toute la journée. Loin de là. Et là, je te renvoie au livre de François Jarich, qui est quand même enfin, fabuleux. Il a un travail d'érudition et de précision historique euh, extraordinaire. Et ce qui montre, c'est qu'en fait, il faut plusieurs chevaux en général pour pouvoir. Les chevaux, ils vont travailler 3 4 heures et après, il y a des résistances. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent de travailler. Et donc, pour pouvoir faire tourner donc, les moulins, euh, il faut plusieurs paires de chevaux. Donc, ça montre bien que voilà, ce qui est valable aujourd'hui quand tu parles de 4 heures, c'était déjà valable dans l'histoire. Et autre chose, c'est que justement, étant donné que ces chevaux, enfin, chevaux équidés, ne travaillent pas toute la journée, donc il y a une recherche à partir du 19e siècle d'intensification du travail. Et donc, on va chercher à briser les résistances des animaux au travail, de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus productifs. Et donc, ça va passer justement par tout un ensemble de recherches. On peut penser aux physiologistes comme Saint-Hilaire, etc., où on va commencer à donner des
de la sûre aux chevaux en pensant que ça va augmenter leur énergie et donc leur productivité. Enfin voilà, une recherche aussi sur les chevaux les plus endurants et ainsi de suite. Donc il y a quand même une recherche de briser ces résistances pour accompagner l'intensification du travail. En effet, le travail animal ne peut se départir d'une réflexion sur les rapports au travail de manière générale dans l'histoire. Et donc justement, c'est ce qui va jouer dans le mythe de la modernité. Là encore, je renvoie à François Jarige, qui va être que dans la mesure où, malgré cette politique de briser les résistances animales, eh ben, ça suffit pas dans cette intensification du travail et cette recherche de productivité. Et c'est comme ça que va venir s'instaurer le moteur à explosion, le recours aux énergies fossiles. Donc voilà, c'est en effet, tu as montré justement toute cette politique de décrédibiliser le travail animal qui a été appuyée fortement par les recherches scientifiques Mm. aussi. Et donc j'en viens à ma question euh, pour savoir comment est vécu aujourd'hui le développement des recherches scientifiques et les résistances d'un certain nombre de scientifiques au développement de l'attraction animale. Parce que à l'INRAE, j'entends des détracteurs de ce recours aux chevaux, disant que les chevaux tassent la terre, et parlant du cycle de vie en disant que c'est pas rentable, etc. Et où là, il y a une erreur majeure à mon sens, c'est qu'on ne calcule pas non plus le cycle de vie de l'humain et que ceux qui se mettent en traction animale ne réfléchissent pas en termes de cycle de vie d'un tracteur, etc. Ce qui les intéresse, c'est d'être avec les animaux. Et donc forcément, il y a aussi une persistance de la décrédibilisation du cheval au profit des nouvelles innovations technologiques avec le développement des drones, des machins, des trucs, des bidules. Voilà. Mm, mm. Ouais. Sur sur ta question, c'est vrai que pour moi, ce qu'on investit par exemple, sur la question de la décarbonation de l'agriculture, on va à aucun moment questionner l'attraction animale. On va tout de suite s'engager dans l'agriculture 4.0 avec les drones, Mm, comme tu le mentionnais. Euh, alors là, ça va plus être mon expérience personnelle, mais quand je présente mon doctorat à des chercheurs qui sont assez éloignés de ces questions d'agriculture alternative, en fait, souvent les gens qui mm, travaillent sur l'agriculture paysanne et alternative, ils sont plutôt au fait qu'il y a de l'attraction animale qui se redéveloppe, qu'il y a une volonté de modernisation, qui sont au courant de l'intérêt de ces pratiques-là. Et quand je présente à ceux qui sont plus dans un champ d'agronomie mm, classique, j'ai le droit un petit peu à c'est mignon, en gros. Le sujet est mignon, mais c'est pas très sérieux. Mais comme en fait, quand les paysans de la en traction animale, ils vont mm, présenter leur projet d'installation à une banque. C'est exactement les mêmes réactions à une échelle différente. Moi, c'est dans le champ de la recherche, c'est dans le champ du para-agricole. Après, c'est vrai, je dois t'avouer que sur le côté recherche, j'ai pas énormément creusé là-dessus, même si dans le dernier bulletin de veille du ministère de l'Agriculture, le livre de François Jarige a été partagé. Donc on peut voir ça comme quelque chose de plutôt intéressant, partagé entre deux brèves sur les drones, mais quand même, enfin voilà, il y a un début de visibilisation de la pratique qui pour l'instant, je pense, est beaucoup trop petite pour qu'elle soit vertement critiquée mm, par certains qui se réclament de l'agronomie moderne, donc l'agriculture 4.0. mm, C'est trop petit pour l'instant, je pense. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit que le cheval, qu'au final, c'était pas si bien pour le tassement du sol, mm, que, euh, que ça pouvait émettre des gaz à effet de serre aussi, et qu'un cheval, contrairement au tracteur, le tracteur, quand on l'utilisait plus, il était neutre. Et bah, le cheval, quand on l'utilise plus, et bah, il n'est pas neutre. Il faut utiliser 15 à 20% de l'assolement pour nourrir les équidés. Enfin, c'est ça, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était 17% de l'assolement de la France qui était utilisé pour nourrir les équidés de travail, enfin les animaux de mm. travail.
et ben cet argument-là, il revient vite en fait, de Mm. dire, ouais, mais Oui, mais quand le tracteur est mort, comment on fait pour le recycler si tant est qu'il le soit, alors que le cheval, ça pollue pas? Et puis, combien ça représente de l'assolement actuel, les soi-disant biocarburants qu'on met dans certains tracteurs? Ça occupe quoi des terres? Souvent, ouais, il faut 1 litre de fuel pour produire 1 litre de colza qui sert au bus dans Rennes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on peut renvoyer la balle dans ce sens-là aussi. ouais, ouais, Enfin, tout à fait, ouais. Non, mais on est à plein dans ce mythe hein, de la modernité, etc. Et on voit aussi les enjeux de concurrence, parce que dans le même temps, justement, on développe des robots pour cultiver, pour le décavillonnage, pour tout ça. Donc il y a en effet, ça entre en concurrence avec des enjeux économiques. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, en fait, derrière, il n'y a pas du tout les mêmes Mm, les mêmes systèmes sociotechniques qui sont mm. proposés, quoi, entre une agriculture robotisée et une agriculture en traction animale. Euh, et pour l'instant, on est plus dans une logique robotisée, quoi. c'est pareil, il y a une question d'emploi, en fait. C'est que derrière un robot, il y a quoi comme emploi et où exactement dans le monde? Alors que derrière le cheval de trait Mm. que tu as sur ta photo, il y a quoi comme éleveur et où dans le monde? C'est peut-être aussi beaucoup plus local, beaucoup moins tributaire de la mondialisation et beaucoup moins soumis au marché financier, donc moins contrôlable d'en haut, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Maurice, il y a la question d'Hélène aussi dans le chat. Ah oui, pardon. Alors, euh, donc je vais la lire pour tout le monde et pour YouTube. J'avais une question sur la politisation, le rapport aux politiques de tes paysans, paysannes enquêtés. Quelle socialisation politique engendre ou est à l'origine de l'installation et de la poursuite d'une activité agricole en traction animale? Est-ce que tu observes une volonté d'attraper des responsables politiques, en particulier sur ce sujet, notamment des élus écologistes par exemple? Comment est-ce que les institutions se positionnent politiquement? Waouh. Euh, En termes de enfin, politiquement, dans le champ agricole, c'est clairement la Confédération paysanne qui va Mm. plutôt se saisir de ces enjeux autour de l'attraction animale. Mais comme ce que j'ai montré, parce que l'attraction animale aujourd'hui, par essence, elle est paysanne et qu'elle va à l'encontre du modèle agricole conventionnel. Donc la FNSEA est plutôt en rejet par rapport à ça. Et derrière elle, en fait, toutes les institutions para-agricoles et le ministère de l'Agriculture et euh, les députés qui sont de gauche, donc écologistes, euh, socialistes ou insoumis, vont pouvoir mettre en place, on va dire, ponctuellement des initiatives sur leur commune, mais en fait, à chaque fois, c'est plutôt des initiatives qui sont personnelles et on a aussi des élus de Mm. droite qui vont mettre en place des initiatives parce qu'ils ont des Mm. passions pour les équidés, parce qu'eux-mêmes, ils ont été éleveurs. Donc, au niveau agricole, on voit une nette distinction politique, tandis qu'au niveau on va dire, du champ politique plus large, bah là, ça va plutôt être individuel. Et c'est aussi ça qui fragilise, notamment dans le cas Mm. des collectivités territoriales, qui fragilise les prestataires. Parce que si on a un changement de mandature, eh ben, on peut avoir en fait plus d'activité pour le prestataire qui avant ramassait les poubelles ou voilà. Et donc ça, en fait, c'est assez fragile. Et c'est pour ça que si on avait une inscription et une volonté politique plus forte sur l'attraction animale, on pourrait pérenniser des structures, notamment les prestataires. Et, euh, et voilà. Et en termes de socialisation politique, il y a, bah, comme je l'ai montré un petit peu autour de mon schéma des structures, il y a beaucoup de structures qui sont montées autour de l'attraction animale avec des visions et des enjeux politiques qui sont différents. Je pense que c'est en partie lié bah, aux héritages des structures des années 80 et là au mouvement des néo-ruraux qui cherchent aussi une place. Donc, on va voir comment ça évolue, toutes ces structures dans les années qui viennent. Mais en tout cas, en ce moment,
il n'y a pas encore d'unité au sein des associations qui ont une position politique sur l'attraction animale. Mais après, est-ce qu'il faut qu'il y ait une unité? Peut-être c'est pas nécessaire, c'est peut-être bien aussi d'avoir des positions différentes. Mais de ce que j'ai vu par rapport à d'autres pays, ça permet pas d'être aussi fort. Donc, par exemple, comme en Autriche, l'exemple que j'avais pris. Si je peux me permettre, je vais ajouter quelque chose sur ces éléments-là. Donc à l'Institut français du cheval et de l'équitation, les feuilles de route de l'établissement sont définies par les secteurs équins et par l'État. Et donc, dans le nouveau contrat d'objectifs et de performance de l'IFCE, il est demandé à l'IFCE de travailler justement sur ces questions de l'attraction animale. Dans le conseil scientifique, dans les appels à projets, il est aussi attendu des travaux, enfin des propositions de recherche en traction animale et de manière plus générale pour le secteur équin des chevaux dits de trait. Donc voilà, on peut percevoir une petite volonté politique. Alors évidemment, elle reste cantonnée à la filière équine, mais pour autant, elle existe. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Merci Nina. J'avais oublié de mentionner le contrat d'objectif et de performance. Et j'aurais une dernière question, enfin, peut-être qu'il y en aura d'autres après, je sais pas. Je repensais ce qu'on disait sur le temps de travail. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait quand le cheval travaille pas? Et pour revenir sur les rapports aux chevaux, qu'est-ce qu'il y a comme relation quand le collègue ou le salarié du coup est au repos? Euh, Quand le cheval travaille, disons, dans la journée, il va être rentré au pré. Donc moi, ce que j'observe en fait souvent, c'est qu'il y a la volonté, autant que faire se peut, de pas laisser seul l'équidé. Donc c'est en fait assez fréquent que par exemple l'équidé, on lui ait pris un petit poney pour aller avec lui ou un âne. Ou alors, bah, souvent, c'est vrai qu'il y a plusieurs chevaux qui travaillent hein, sur les fermes. Donc il y a ce côté-là. Et après, je, même si je ne connais pas le monde des propriétaires équins qui ont leurs chevaux près d'eux, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un rapport qui est à peu près similaire avec des visites régulières. Et sur le temps plutôt annuel, on va dire, parce qu'il y a aussi des périodes dans l'année où le cheval ne travaille pas. Euh, Par exemple, en maraîchage, on a l'hiver. Et là se pose la question bah, à la fois pour le cheval, que ce soit de l'entraîner, de le maintenir en forme, euh, mais également de conserver le rapport au travail, donc les habitudes, les mécanismes. Et donc là, bah, ça va être souvent des activités autres qui vont être faites, mais en lien avec le travail. Donc on a qui vont atteler pour le loisir ou de manière professionnelle. Il y en a qui vont débarder, pareil pour un cadre plutôt familial ou amical ou professionnel. Donc on a toute une série d'activités annexes qui se mettent en place autour de l'équidé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais beaucoup des paysans en traction animale sont pluriactifs et cette pluriactivité, elle se déploie dans beaucoup d'activités qui sont tournées autour de l'équidé. À la fois parce que il y a un revenu qui n'est pas forcément important au début de l'installation sur ces petites structures et donc il y a un besoin de pluriactivité, mais aussi parce qu'il y a un besoin de pluriactivité pour maintenir l'équidé en forme et maintenir la relation entre l'homme et l'animal bah, constante, une relation de confiance. Enfin, voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ouais, j'ai une dernière question. Du coup, cette pause en maraîchage l'hiver, est-ce qu'elle favorise pas l'utilisation de juments et du coup la gestation, l'élevage? C'est pas quelque chose que j'ai observé. Je pense que enfin, il n'y a pas beaucoup de paysans en traction animale qui sont éleveurs à côté. Sur mes 33, je dois en avoir
3 ou 4. Et c'est des petits élevages à chaque fois. Donc, je, je, je t'avoue que je n'ai pas du tout observé ça, mais peut-être que c'est une piste à creuser. Surtout quand on voit les difficultés d'obtenir des chevaux de trait un peu formés. Ça peut être intéressant d'avoir un élevage en fait au sein d'une ferme en traction animale. Si la personne est en capacité derrière de dresser le cheval, ça permettrait en partie de répondre à la demande des paysans aujourd'hui qui ont des difficultés pour trouver des chevaux formés. Mais après, la temporalité du maraîchage est différente de celle qu'il y avait sur les fermes auparavant, où le gros du travail était terminé fin juin, début juillet avec les moissons, et où du coup, la mise bas se produisait quand les pâturages étaient gras, et où l'hiver, on laissait la jument plus tranquille parfois. Donc, peut-être que le décalage de ce calendrier-là par rapport disons, aux cultures plus classiques de sarrasin, de blé, de seigle, eh ben, ça fait aussi que cet élevage-là, il se trouve dans un mauvais timing pour le maraîcher aussi. C'est peut-être ça qui freine. Hmm. Faudrait poser la question, même dans ceux qui font un peu d'élevage, est-ce qu'ils sont maraîchers ou est-ce qu'ils sont vignerons ou est-ce que par filière, il y a un calendrier plus facile ou pas? De ce que j'ai observé en élevage de chevaux de trait, donc moi j'en ai vu aucun en maraîchage. Par contre, dans la plupart des élevages où j'ai été, il y avait effectivement des activités en traction animale, mais du coup plutôt des bardages, un peu dans la vigne, et après des choses à clé, de la balade, du tourisme, etc. Mais finalement, pas tellement avec les juments reproductrices. Donc plutôt avoir quelques chevaux de travail euh, d'ailleurs plutôt même des étalons. De l'autre côté, vraiment le pôle élevage. Et alors, ça s'expliquait aussi du fait que les juments, une fois qu'elles sont pleines, les éleveurs éleveuses voulaient pas trop les mobiliser. Tant qu'elles sont avec leur poulain, elles ne seront pas mobilisées au travail. Et finalement, il y a du coup, oui, c'est ça, vraiment un pôle reproduction. Euh, et je pense que c'est aussi lié au fait que, au cours de la gestation et tant que la jument est suitée, elle ne peut pas être entraînée, travailler, etc. Donc, il y a peut-être moins d'intérêt à former une jument reproductrice qui va travailler que quelques mois tous les 2 ans, plutôt qu'avoir un étalon qui, pour le coup, lui, en dehors de la période de saillie, peut tout à fait travailler et plus souvent. C'est là qu'on voit la différence avec le XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, s'il y avait un seul équidé sur une ferme, c'était forcément une jument. Et l'intérêt de faire travailler la jument suitée, c'était de déjà préformer le poulain à son futur travail. Quitte à le mettre en tête de certains attelages où il tire absolument rien, mais où il a déjà les traits, il doit déjà Mm. voilà, comprendre ce que c'est qu'un sillon, etc. Et ça permettait d'avoir des chevaux extrêmement docile, extrêmement familier au sens familial quelque part, comme on pouvait en trouver en Bretagne au XVIIIe siècle. Il y a quelqu'un d'autre qui lève la main. Ouais, Ouais, Mathieu. juste pour te répondre rapidement, Blaine, je pense aussi que la différence, elle se joue sur le fait que les éleveurs aujourd'hui qui font de la traction animale en plus de leur activité d'élevage ne pratiquent pas sur leur ferme et donc doivent se déplacer, faire beaucoup de kilomètres pour aller faire du débardage dans une forêt privée, pour faire les marchés de Noël, etc. Et donc, il y a le transport, etc. Il n'y a pas forcément je dirais, la situation et le cadre requis pour aussi emmener des poulains. Oui, je pense que ces évolutions-là font que aujourd'hui, on a ces pôles qui se distinguent. Mais je laisse la parole à Mathieu. Donc la question de Mathieu, j'avais une question sur la notion de modernité et de tradition. Ton sujet propose de réinterroger la notion de modernité. Je me demandais sur quelle référence tu t'appuies. euh, Tu t'appuies pour défendre l'aspect moderne de l'attraction animale. Est-ce que tu as des références biblio, des penseurs que tu mobilises?
Euh, Moi, je suis plutôt parti du principe que c'était des acteurs de l'attraction animale qui se réclamaient modernes, euh, sans nécessairement eux se référer à des penseurs, donc sans s'intégrer en fait dans des courants, soit de la modernité ou de la postmodernité, enfin voilà, qui se réclamaient modernes, qui se réclamaient innovants, parce qu'en fait c'est des termes qui permettent de crédibiliser la pratique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je disais en préambule, hein, à part définir la notion de tradition et la notion de modernité, j'ai pas vraiment questionné et critiqué l'utilisation de ces termes. Je voulais plutôt voir comment ces termes étaient utilisés par les acteurs de l'attraction animale. Euh, Après, pour les références biblio et les penseurs que je mobilise, euh, il faut que je questionne encore cette notion de modernité sur des chercheurs qui sont en traction animale qui revendiquent la modernité de l'attraction animale. On a Joao Rodriguez, par exemple, hein, qui est président de la FECTU, qui lui va beaucoup insister sur ce caractère moderne. On a Paul Schmidt, dont je parlais précédemment, qui va parler d'innovation. Mais pareil, eux, en fait, vont pas nécessairement définir la modernité. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas de définition de la modernité dans le champ de l'attraction animale, que ce soit la recherche ou les acteurs, ils vont pas la définir, ils vont juste se réclamer moderne. Pour moi, c'est plus un effet en fait d'appel et un enjeu politique qu'un enjeu philosophique pour ces acteurs-là. Et après, pour l'instant, moi, il faut encore que je fasse un peu de travail pour justement venir questionner et voir dans quelle modernité ça s'insère. Donc, plutôt que dire des bêtises, je vais plutôt botter en touche sur les penseurs. Moi, si je peux me permettre, je vais encore renvoyer à François Jarige, l'historien, puisque justement, il a publié, alors déjà dans la ronde des bêtes, il en discute, mais sinon, il a publié des articles scientifiques spécifiquement sur le mythe de la modernité. Mhm. Donc, voilà. Ouais, ouais, je les ai vus passer. Mais merci à toutes et tous pour ces questions et ces échanges. Angèle, on va passer à ta présentation. Ça marche. Je vais juste arrêter l'enregistrement et en relancer un nouveau, comme ça on aura les deux.